À l'époque des missions Apollo, les astronautes qui revenaient de la Lune ont affirmé que la poussière lunaire, cette poussière grise semblable à du sable, qui recouvre une grande partie de la surface du satellite, sentait et avait le goût, oui, ils l'ont vraiment goûté, de la poudre à canon. Mais la poussière de Lune n'a rien à voir avec la poudre à canon. Environ la moitié de sa composition est du dioxyde de silicium vitrifié, provenant d'impacts de météorites. Elle frappe la surface de la Lune à des vitesses incroyables. Waouh! La température élevée transforme le sol en verre et l'impact le brise juste après, créant cette poussière grise et collante. Le reste des ingrédients de la poussière de Lune sont des minéraux tels que le fer, le calcium et le magnésium, tandis que la poudre à canon à l'ancienne se compose principalement de salpêtre, de charbon et de soufre. En d'autres termes, la poussière de Lune ne devrait pas sentir la poudre à canon, mais c'est pourtant bien le cas. Par ailleurs, lorsque les astronautes en ont ramené des échantillons sur Terre, il n'y avait plus d'odeur du tout. Une explication pourrait être le fait que la surface lunaire s'apparente d'une certaine manière au désert de sable sur la Terre, comme celui du Sahara. Il est extrêmement sec et aride. Lorsque tu renifles l'air dans un désert, tu ne sens rien. Mais si tu te fais surprendre par la pluie là-bas, l'humidité fera remonter toutes sortes d'odeurs du sol qui étaient auparavant piégées dans le sable sec. Il pourrait se passer quelque chose de similaire avec la poussière de Lune. Lorsqu'elle se trouve à la surface de celle-ci, elle ne sent rien du tout, même si les astronautes ne pouvaient pas la renifler avec leur combinaison spatiale, bien entendu. Mais lorsqu'elle a été ramenée à l'intérieur du module d'alunissage, la poussière est entrée en contact avec l'humidité de l'air et a commencé à émettre son odeur étrange. Une autre raison à cela pourrait être une réaction de la poussière de Lune au vent solaire. Les particules ionisées du Soleil frappent la surface de la Lune et y demeurent. Il n'y a pas d'atmosphère épaisse pour la protéger de ces ions, de sorte qu'ils voyagent librement jusqu'au sol. Ils sont très légers et peuvent donc s'envoler au moindre impact. Ainsi, lorsque les astronautes ont apporté ces échantillons de poussière de Lune à bord du module d'alunissage, les particules ont pu commencer à se déplacer et à dégager cette odeur spécifique. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi ces échantillons n'ont pas gardé leur odeur lorsqu'ils ont été ramenés sur Terre. Comme ces particules sont si légères, elles ont pu s'échapper des échantillons dès qu'ils ont été ramenés à bord du module, et lorsqu'ils ont été placés dans des récipients hermétiques, il ne restait que peu ou pas d'ions sur eux. Une autre explication est que ces récipients hermétiques n'étaient pas si hermétiques que ça après tout. La poussière de Lune est essentiellement composée de très petits cristaux, aux bords extrêmement pointus. Contre toute attente, ils auraient pratiqué de minuscules entailles dans les joints, laissant entrer l'air et l'humidité, et les particules ionisées se seraient donc échappées des conteneurs. Les scientifiques pensent qu'ils devraient étudier cette poussière sur la surface de la Lune elle-même, afin de comprendre ses propriétés. Il y a des centaines de milliers de cratères à la surface de la Lune, produits par la chute d'astéroïdes. Mais l'un d'entre eux a attiré beaucoup d'attention. Il s'est avéré être non seulement un cratère d'impact, mais également un tube, ressemblant à l'entrée d'un réseau de grottes. Les scientifiques ont détecté une forme d'écho spécifique qui suggère qu'une zone creuse se trouvait en dessous. Ils ont également découvert des motifs d'écho similaires à quelques endroits proches du trou. Il pourrait donc y avoir d'autres tubes lunaires. Mais celui-ci, en l'occurrence, pourrait accueillir un terrain de football tout entier. Les chercheurs pensent que la surface pourrait abriter un vaste monde géologique. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune ou même un futur port en raison d'une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de 3 jours en raison des conditions qui règnent sur le satellite. Des températures extrêmement variables, une faible atmosphère, pas de champ magnétique pour protéger la vie de choses comme les radiations ou le vent solaire. Les astronautes portent des combinaisons spatiales, mais elles ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes. Un tube de lave, lui, le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se recouvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un dôme au-dessus d'elle. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut enfin se vider. Et c'est ainsi qu'apparaît un tube creux. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que ceux que l'on trouve sur la Lune. En 1178, je n'étais pas encore né, au moins 5 personnes en Angleterre ont affirmé avoir vu la Lune se fendre en deux depuis son bord supérieur. Elle avait la forme d'un croissant au moment de l'événement. Lorsque la fente s'est élargie, du feu a commencé à en sortir. Le moine qui en a fait la chronique l'a décrit ainsi. Une gerbe enflammée a jailli, crachant du feu, des charbons ardents et des étincelles. Ensuite, la Lune a commencé à se mouvoir et à palpiter. Mais elle s'est rapidement arrêtée et a pris une teinte légèrement plus foncée. L'événement n'a cependant pas reçu beaucoup d'attention de la part des scientifiques avant la deuxième moitié du XXe siècle. Des chercheurs ont étudié cette chronique et ont découvert qu'il y avait un énorme cratère de 22 km de large sur la surface de la Lune, à peu près à l'endroit décrit dans le manuscrit. Seul un très gros astéroïde aurait pu laisser une telle marque sur la face du satellite. Et lorsqu'ils l'ont examiné de plus près, ils ont découvert qu'il était assez récent pour un événement cosmique.
En fait, il aurait pu apparaître il y a environ 800 ans. Mais dans ce cas, des millions de fragments de l'astéroïde et de la Lune auraient également dû frapper la Terre. Et les gens auraient alors assisté à une incroyable pluie de météorites. Elle aurait été très brillante, et les souvenirs de cette pluie auraient été certainement consignés dans les archives. Mais cela ne s'est pas produit. De plus, de nombreux scientifiques affirment que ce cratère n'est pas aussi jeune qu'il n'y paraît. La théorie la plus répandue et la plus plausible est qu'il est entre 1 et 10 millions d'années. S'il était apparu aussi récemment qu'il y a 800 ans, certaines parties de la surface de la Lune, à l'intérieur et autour du cratère, auraient été encore chaudes en raison de l'impact. L'explication la plus probable de ce qui s'est réellement passé en 1178 est que les observateurs ont eu la chance de voir un astéroïde tomber vers la Terre et brûler dans l'atmosphère de notre planète. Le spectacle aurait été incroyable. Et vu sous un certain angle, l'explosion de l'astéroïde aurait vraiment pu donner l'impression que c'était la Lune qui entrait en éruption. Cela expliquerait pourquoi il y a si peu de témoins du phénomène. L'endroit d'où il était possible d'y assister, tel qu'ils l'ont décrit, ne s'étendait que sur quelques kilomètres. Quant aux événements avérés sur la Lune, de l'eau et de l'oxygène y ont été découverts de façon inattendue il n'y a pas si longtemps. L'eau aurait pu être amenée sur le satellite par des astéroïdes frappant sa surface. Beaucoup d'entre eux transportent des molécules d'H2O, et celles-ci sont laissées sur la Lune en quantité infime après l'impact. Mais il n'y a que très peu d'eau. En comparaison, même le désert du Sahara en contient plus que toute la Lune. L'oxygène est également présent sous forme de molécules éparses flottant autour de la Lune. On ne peut donc toujours pas y respirer. C'est le vent solaire qui les a amenés. Ces vagues d'énergie en provenance du Soleil voyagent à des vitesses ahurissantes à travers l'espace, arrachent l'oxygène des parties supérieures de notre atmosphère et le transportent au loin. Finalement, le vent chargé de ces molécules d'oxygène atteint la Lune. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se produit. La Lune commence à rouiller. Il y a beaucoup de fer dans le sol lunaire, et lorsqu'il est exposé à l'oxygène et à l'eau, il rouille naturellement. Certaines parties de la Lune sont même déjà devenues légèrement rougeâtres. Ce sont les régions où il y a la plus grande concentration de ces molécules. Si le processus se poursuit suffisamment longtemps, dans un avenir lointain, la Lune ressemblera à Mars. Elle deviendra rouge-orangé. Oui, la couleur caractéristique de Mars provient précisément de la corrosion qui a commencé là-bas il y a des milliers et des milliers d'années, quand il s'y trouvait des rivières et des mers remplies d'eau et une atmosphère chargée d'oxygène. Un autre phénomène inhabituel est celui des lumières bleues et rouges sur la Lune. On peut les observer lorsqu'elle est en forme de croissant. Des flashs étincelants vont et viennent très rapidement, presque comme la foudre. Et c'est essentiellement de cela qu'il s'agit, des éclairs électriques. Ce sont les forces de marée qui en sont responsables. Elles provoquent une accumulation de contraintes physiques dans la roche. Cela peut produire un champ électrique, lequel génère ces éclairs bleus qui ont surpris de nombreux. La Lune. Un magnifique satellite naturel parcouru de mystérieuses taches sombres. Comme nous ne voyons toujours qu'un seul côté de la Lune, nous sommes habitués à cette image. Il est difficile de l'imaginer sous un autre aspect. Mais avant, c'était différent. Eh oui, c'était vraiment différent. Imagine un peu, un énorme satellite incandescent dans le ciel qui provoque des tsunamis en permanence. Je te propose de remonter très loin dans le passé et de découvrir la Lune telle qu'elle était il y a toutes ces années. La Lune s'est formée il y a environ 4,5 milliards d'années. À cette époque, notre planète bleu-vert était encore un morceau de roche brûlant et incroyablement instable, lancé à fond de train dans l'espace. Nous n'avions pas encore de Lune, et un jour sur notre planète ne durait que 6 heures, ce qui signifie qu'il n'y avait que 3 heures de lumière par jour. Des volcans entraient en éruption un peu partout et tout le temps, libérant des gaz toxiques dans l'air, et des tas de météorites s'écrasaient régulièrement sur la planète. Au même moment, il y a 4,5 milliards d'années, ce qu'on nomme aujourd'hui l'impact géant se serait produit. Les scientifiques, qui sont généralement prudents, parlent de l'hypothèse de l'impact géant. D'après cette hypothèse, un objet de la taille de Mars se serait un beau jour écrasé sur la Terre. Mars est environ 2 fois plus petite que notre planète, donc le choc a été relativement catastrophique mais sans causer de dommages irréparables. Ce puissant impact a arraché une partie des couches supérieures de cet objet, et la Terre en a elle-même pas mal souffert. Le noyau de ce corps spatial a ensuite fusionné avec le noyau de la Terre. Et de nombreux fragments de notre planète se sont envolés dans l'espace. Ainsi, notre Lune a vu le jour, ou, pour le dire d'une manière plus scientifique, le processus de différenciation a commencé. C'est le processus que subissent tous les corps planétaires au début de leur vie. Comme l'impact a produit une chaleur immense, la plupart des gaz et des liquides présents sur les morceaux arrachés de la Terre ont été emportés.
Seule une surface de pierre relativement sèche est restée. Donc oui, il y a de l'eau et des gaz sur la Lune, mais en très petite quantité. La gravité de notre planète était suffisamment forte pour que tous ces fragments de roches chaudes restent dans son orbite, et ils se sont progressivement collés les uns aux autres. Les éléments chimiques qu'ils contenaient étaient répartis en couches. Le fer, le plus lourd de tous, s'est enfoncé profondément à l'intérieur, tandis que les éléments les plus légers sont restés à la surface. En peu de temps, une centaine d'années ou moins, l'anneau de vapeur, de poussière et de roches fondues a fusionné. Le plus gros amas, qui possédait la plus forte gravité, ont attiré de plus en plus de particules, créant peu à peu la Lune. Elle ressemblait alors à une boule rougeoyante en ébullition. Malheureusement, le noyau de la Lune naissante était très petit. Il lui manquait du fer ainsi que d'autres éléments lourds pour que notre satellite prenne plus de substance et devienne une planète. Les plus anciennes roches de la Lune se sont probablement formées dans cet océan de magma. Et lorsque la Lune s'est enfin refroidie, elle s'est transformée en une boule blanche, toute propre et parfaitement régulière. Mais elle était encore très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, notre satellite, immédiatement après sa naissance, se trouvait à une distance de seulement 21 700 km de la Terre. C'est 15 fois plus proche qu'aujourd'hui. Elle se trouve maintenant à environ 383 000 km. Est-ce que tu peux imaginer à quel point la Lune était énorme et lumineuse dans le ciel à l'époque ? Ce devait être à la fois magnifique et terrifiant. Et bien sûr, une telle proximité provoquait des vagues incroyablement grandes dans nos océans. Il y avait régulièrement des tsunamis sur Terre. De plus, la Lune tournait encore très vite. Et elle n'était pas orientée vers la Terre d'un seul côté. Mais en général, la Terre et la Lune avaient un impact positif l'une sur l'autre. Par exemple, c'est grâce à la Lune que notre journée dure 24 heures. À l'heure actuelle, l'axe de la Terre est incliné de 23,5 degrés par rapport au plan de son orbite autour du Soleil. Avant la venue de la Lune, la Terre tournait très rapidement, mais grâce à son satellite, son inclinaison s'est stabilisée, ce qui a donné lieu à une grande variété de climats sur Terre. Mais la gravité de notre planète a aussi pas mal aidé la Lune. Grâce à elle, elle a pu elle aussi ralentir et s'est progressivement éloignée de nous. Au fil des ans, son orbite s'est écartée de notre planète. En même temps, un phénomène nommé verrouillage par effet de marée s'est produit entre la Lune et la Terre. Cela signifie que la période de rotation de la Lune coïncide avec sa période orbitale, ou en d'autres termes, que la Lune tourne sur elle-même aussi vite qu'elle tourne autour de la Terre. C'est pourquoi la Lune est toujours tournée vers notre planète du même côté. Lorsque la Lune s'est éloignée, les marées sur notre planète se sont apaisées. Désormais, l'eau pouvait couler jusqu'aux confins du globe. C'est alors que la vie est apparue sur Terre. Mais revenons à l'évolution de la Lune elle-même. Que s'est-il passé à sa surface après sa formation ? On parle des étapes suivantes comme de l'enfance et de l'adolescence de la Lune. Et, comme c'est généralement le cas, ces périodes n'ont pas été de tout repos. Pas étonnant. Il y a environ 4 milliards d'années, le système solaire était complètement fou. Pendant les 6 premiers millions d'années d'existence de la Lune, des astéroïdes et des comètes de grande taille étaient constamment projetés sur elle. Ils venaient également s'écraser sur la Terre. Ces impacts furent les plus puissants de l'histoire de la Lune. De grands cratères, plus tard tapissés d'une sombre matière rocheuse, sont alors apparus. Comme si tout cela ne suffisait pas amplement, un jour, une planète naine est venue s'écraser sur la Lune. Elle faisait à peu près la taille de Cérès, le plus gros objet présent dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Cet impact a produit le plus grand bassin de la Lune et a changé à jamais son apparence. Tu vois cette tache sombre là sur la face cachée de la Lune ? Juste là, tout au sud. Il s'agit du bassin pôle sud Aitken. Son diamètre est d'environ 2500 km. Et oui, il a bien été formé par l'impact dont j'ai parlé il y a environ 4,3 milliards d'années. Cet impact a apporté avec elle tout un tas de composés chimiques complexes et étranges que les scientifiques trouvent maintenant un peu partout sur la face cachée de la Lune. Ces composés se sont mis à dégager énormément de chaleur, ont fait fondre une partie du manteau lunaire et oups, ont par la suite accidentellement réveillé les volcans. Ces volcans ont commencé à entrer en éruption. Une énorme quantité de magma a été répartie sur la surface de la Lune. Bien des années plus tard, tout ça s'est refroidi et ces taches sombres que l'on peut observer sont apparues. On les appelle les mers lunaires. On y trouve beaucoup moins de cratères que sur les terres. Mais au cours du dernier milliard d'années,
La Lune a été géologiquement inactive, à l'exception de collisions occasionnelles avec des météorites. L'apparence de la Lune a changé à jamais à la suite de ces événements. C'est ainsi que, meurtrie et fatiguée, elle est entrée dans l'âge adulte. Mais la paix, malheureusement, n'était toujours pas au rendez-vous. Un nouveau groupe de météorites a décidé de venir l'embêter, mais ce n'a pas été si grave. Il y a eu de nombreuses collisions, mais toutes de faible ampleur. Elles ont simplement laissé plusieurs cratères et fosses sur la surface lunaire, et ont peut-être un peu endommagé son manteau. Quelques-unes de ces collisions ont cependant approfondi certains des grands cratères. La croûte de la Lune est devenue de plus en plus fine au fil des ans à cause de cet interminable chaos. Et maintenant, nous appelons cette partie supérieure de la croûte, qui est couverte de cratères, les terres lunaires. Toutes ces zones blanches et lumineuses de la Lune, ce sont les terres, par opposition aux mers. Mais finalement, l'univers s'est calmé. Pour l'instant, tout au moins. Et la Lune a commencé à ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le satellite naturel de la Terre. Il y a des moments de son histoire que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer avec précision. Mais ils continuent à étudier notre magnifique satellite. Les données sur la Lune ne sont pas seulement utiles pour elles-mêmes. Elles nous donnent une image plus complète de l'histoire de notre système solaire et de l'espace dans son ensemble. Espérons donc qu'un jour, nous pourrons découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur la Lune. Il fait nuit dehors, presque 2 heures du matin. Tu sors regarder le ciel, et voici la Lune, brillante et pleine. Tu penses peut-être en savoir beaucoup sur le satellite naturel de la Terre, mais laisse-moi te poser la question suivante. Comment s'est-elle formée ? La réponse est que personne ne le sait. Mais bien sûr, il existe quelques théories. La plus répandue, appelée hypothèse de l'impact géant, affirme que la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète. Cette planète devait être plus petite que la nôtre, approximativement de la taille de Mars. La collision elle-même se serait probablement produite il y a environ 4,5 milliards d'années. Une autre théorie, dite de la capture, avance que la Lune était un astéroïde ou un autre corps errant. Elle se serait formée quelque part dans le système solaire et en passant près de la Terre, aurait été happée par la gravité de notre planète. Sauf qu'il y a un hic. Notre planète et la Lune présentent des similitudes isotopiques et chimiques remarquables. Elles doivent donc avoir une histoire commune, ce qui signifie que la Lune n'a pas pu être créée ailleurs. D'autres experts pensent qu'à un moment donné de son lointain passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière se serait détachée. Elle se serait rapidement mise en orbite autour de notre planète et c'est ainsi que la Lune serait apparue dans le ciel. Mais là encore, il y a un problème. Dans ce cas, le type de minéraux présents sur la Lune ainsi que leurs proportions devraient être les mêmes que sur Terre. Or, il existe de légères différences. La Lune est riche en matériaux qui se seraient formés très rapidement à haute température. Il existe une autre théorie, sans doute la moins passionnante. Elle prétend que le satellite naturel de la Terre pourrait être tout simplement apparu en même temps que la Terre lors de sa formation. Mais aujourd'hui, une question plus pressante préoccupe les astronomes. La Lune est-elle vraiment le satellite de la Terre, ou s'agit-il de 2 planètes jumelles ? La Lune est de taille conséquente par rapport à notre planète. Elle représente environ 1/4 de la taille de la Terre. C'est pourquoi certains experts qualifient notre système planétaire de planète double. Mais à quel point est-ce exact ? Pour le savoir, il faut d'abord définir le mot « planète ». Selon l'Union astronomique internationale, une planète est un corps spatial en orbite autour d'une étoile, suffisamment massif pour avoir une forme presque ronde grâce à sa gravité et qui a dégagé la région autour de sa propre orbite. Maintenant, qu'est-ce qu'un satellite ? Il s'agit d'un corps spatial en orbite autour d'un corps plus grand. Si nous prenons le système Terre-Lune, son centre de gravité appelé le barycentre se trouve à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous vivons dans un système de planètes doubles. D'après cette définition, la Lune est donc le satellite de notre planète. Revenons un peu en arrière, il y a 3 ou 4 milliards d'années. Même si la Lune n'était pas une planète, elle possédait très probablement une véritable atmosphère. Elle se serait formée au moment où de puissantes éruptions volcaniques secouaient notre satellite. Des gaz se sont ainsi répandus sur toute la surface de la Lune, et cela s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. À cette époque, la surface lunaire était constellée de bassins remplis de basalte volcanique.
Imagine d'énormes panaches de magma projetés dans les airs, retombant sur le sol et créant des coulées de lave. C'est ainsi que ces bassins de basalte sont apparus à la surface de la Lune. Au retour d'Apollo 11, les scientifiques ont enfin pu mettre la main sur des échantillons rapportés de notre satellite. Ils ont découvert que les coulées de lave y contenaient non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'est élevée pour former cette atmosphère. Elle était la plus dense il y a environ 3,5 milliards d'années et aura persisté pendant environ 70 millions d'années. Après quoi, elle s'est dispersée dans l'espace. Mais le plus surprenant, lorsque la Lune avait une atmosphère, elle était également 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique suggère même que la Lune était probablement jusqu'à 19 fois plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. La distance qui la séparait de notre planète aurait pu être de 30 000 km. Alors qu'aujourd'hui, notre satellite se trouve à environ 384 000 km. Ainsi, la Lune paraissait beaucoup plus grosse dans le ciel. Mais hélas, à l'époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour admirer la vue. De nos jours, l'atmosphère de la Lune est presque inexistante. C'est pourquoi le satellite ne peut pas se protéger des météorites et la surface de la Lune est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont cachés par la végétation ou recouverts d'eau. Mais si l'on parle de la Lune, leur nombre est bien plus important. Il y en a plusieurs millions, et environ 5000 d'entre eux mesurent plus de 19 km de diamètre. Comme la Lune est géologiquement moins active que la Terre, ces cratères et autres formations anciennes restent en parfait état depuis des siècles. Lorsque tu regardes la Lune, c'est l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Mais en réalité, sa surface est plutôt sombre, car le facteur de réflexion de notre satellite naturel est juste un peu plus élevé que celui de l'asphalte. Tu sais peut-être que l'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées sur notre planète en faisant gonfler les océans à la fois du côté le plus proche de la Lune et du côté le plus éloigné. Mais ce n'est pas tout. La Lune ralentit également la rotation de la Terre. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'une journée sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne également de la Terre à la même vitesse que tes ongles poussent. Cela représente environ 4 cm par an. Si un jour la Lune part au loin dans l'espace, notre planète traversera des moments difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y a pas de saison, à une forte inclinaison capable d'entraîner des conditions météorologiques extrêmes. Même si la surface lunaire est pratiquement inactive, le satellite naturel de la Terre connaît encore des tremblements de lune. Selon une théorie, ces séismes seraient dus au fait que celle-ci rétrécit et que son cœur se refroidit. Les scientifiques affirment que la Lune aurait perdu environ 45 mètres de tour de taille comparé à son gabarit d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Pour t'aider à visualiser ça, imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant, et il en va de même pour la Lune. Elle rétrécit et se ride. Mais contrairement au raisin, la Lune n'a pas une peau souple. Sa surface est dure et cassante. Ainsi, à mesure que la Lune rétrécit, la croûte se fissure et se brise, et les morceaux sont repoussés contre les morceaux voisins. Tu veux savoir une autre chose épatante sur la Lune ? Une étude récente affirme qu'elle aurait eu une queue, et chaque mois, celle-ci s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Cette fine traînée est composée de millions d'atomes de sodium, et notre planète passe régulièrement au travers. Ce sont les météorites qui projettent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire jusque dans l'espace. Chaque mois, pendant plusieurs jours, la Lune se trouve entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité terrestre capte cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne en une longue bande qui s'enroule autour de notre atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est également invisible à l'œil humain, soit 50 fois moins lumineuse que ce que nous sommes capables de percevoir. Mais en de rares occasions, de puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. Cette queue ressemble à une trace lumineuse dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune.
Et maintenant, crois-le ou non, mais il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de notre planète. Même s'il n'était pas plus gros qu'une voiture ordinaire, il s'agissait d'un événement important. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, ce n'était que le 2e à orbiter ainsi autour de la Terre. Baptisé 2020 CD3, il aura été notre mini-lune temporaire. Mais il n'est pas resté longtemps dans les parages. L'astéroïde suivait une autre orbite et s'est lentement éloigné. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une direction et une vitesse bien spécifiques pour être capturés par l'attraction gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils s'écrasent sur la planète ou repartent dans une autre direction.